Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à 1 heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Moteur. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée. C'est reparti pour 1 heure de direct et c'est le retour de toute l'équipe de Cinéfocus ce soir. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, vous ne m'avez pas à l'image, mais ils sont là, eux, les plus importants, ceux qui vont vous présenter cette émission ce soir. Avec autour de la table, on les retrouve, frais, dispo, l'équipe complète pour démarrer cette saison 2024-2025. On va partir dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est pour ceux qui nous suivent, bien sûr, sur le live Facebook, live YouTube et live Twitch ce soir, en plus du DAB, du web et des applications smartphone. On diffuse partout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on attend incessamment sous peu l'accord pour redémarrer notre émetteur FM et pour diffuser aussi sur la FM. On revient sur nos animateurs ce soir avec Arnaud. Salut Arnaud. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous. Arnaud qui a repris aussi dans tous les sens du terme, puisque Arnaud il travaille dans l'enseignement, donc ça veut dire que c'est reparti mon cher. C'est la rentrée, donc j'ai quand même mis une chemise estivale pour poursuivre l'esprit des vacances. Ouais. Voilà, bon, mais bon, c'est... D'accord. Mais sous la table, vous ne le voyez pas, mais il est en caleçon en fait. Il est en caleçon. Avec les pieds dans une bassine. Alors il y en a un qui est en vacances tout le temps maintenant, puisqu'il est à la retraite carrément. Ça c'est pas faux, c'est moi. Salut Thierry, ça Ça va? va, bonsoir tout le monde, bonsoir. Toujours dans l'enseignement, mais féru de cinéma, fou de C'est cinéma. ça, tout à fait. C'est notre cher Yves. Salut. Salut, bonjour à tous. Et on va dire le vrai Il y en a un quand le même. vrai spécialiste du cinéma, entre autres. Ouais, non, il y en a plein là. Ils font Mais lui c'est un réalisateur, les amis. C'est un réalisateur. Voilà. D'accord. On l'a notre C'est pas un réal. escroc, le Monsieur Voilà, là c'est le vrai quoi. Emmanuel Fricero de Fricero Film. Et salut à tous, un Voilà. plaisir d'être On là est aussi. très content de se retrouver ce soir, un thème assez intéressant, assez rigolo ce soir, puisque on va parler de monsieur François Pignon. Tout à fait. Alors pour ceux qui connaissent pas François Pignon, ben vous allez le découvrir, bien Voilà, sûr. c'est ça. Mais juste avant de parler de François Pignon et puis de son maître, son créateur, Son créateur. son Absolument. génie. Mon géniteur. Voilà. On a frotté sur la lampe et il a créé François Pignon. Et on va parler des sorties. On va découvrir les sorties, On mon commence par les cher. sorties. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous proposes? Bah alors moi Qu'est-ce qui sort? Alors je reviens. Il sort beaucoup de choses en septembre. Moi, je reviens quand même sur 2 films. Un qui est sorti la semaine dernière et un autre qui est sorti le 14 août. Donc, je reviens sur le premier qui est sorti le 14 août, que je suis d'ailleurs allé voir au cinéma avec Arnaud. En l'occurrence, c'est Alien Romulus, qui est le 7e épisode de la série. Parce qu'on va pas se mentir, il renouvelle bien la série. Arnaud, j'ai dû un peu le forcer pour y aller. J'étais extrêmement sceptique, Voilà. je l'avoue, et j'étais un petit peu déçu par les derniers Aliens. Hein. Alors, Comme toutes les séries. Je sais que c'est Ouais, subjectif, ouais. mais le Alien Covenant et le Alien Prometheus juste avant étaient un petit peu faiblard par rapport au reste de la série. Le Covenant, on est d'accord, le Prometheus, bon Ouais, voilà. Prometheus, c'est pas mal quand même. Les seules Ils sont séries, les intéressants. amis, les seules séries où vraiment ils ont été très bons, c'est dans le flic. C'est dans, pardon. Flic de Beverly Hills. Félix Berry. Non. Bon, enfin, tu vois, je démarre la saison. T'as une autre idée qui t'est passée dans la Ouais, tête. je démarre la saison en Ça va voulant dire une couper. bêtise et L'arme du coup fatale. je me suis perdu. sur, L'arme fatale. Non, c'est avec les policiers là, le Police Academy. Oh là là là. Oh la vieille référence. Voilà la vieille référence. C'était hein. pour vous faire rigoler les amis. Alors, Donc effectivement voilà Alien Romulus, donc un réalisateur uruguayen, toujours Ridley Scott à la production mais qui est plus à la réalisation. Il est né en 37 donc c'est bien de laisser un peu. Quand on a vu Napoléon, on peut se dire maintenant tu peux laisser un peu la place, voilà. Donc pour le coup effectivement Fede Alvarez, uruguayen, très bon réalisateur surtout de films de genre. Il a repris Evil Dead en 2013. Il a fait Don't Breath qui est un film d'horreur en 2016. Il est un peu spécialiste de ça et vraiment c'est très bien. Scénaristiquement c'est excellent. C'est entre le premier Alien et Aliens, donc le premier de Ridley Scott, Alien le 8e de passager, Cameron, ouais. et Aliens de Cameron. Et c'est vraiment nous on a passé un très très bon moment. Alors moi j'ai passé un très bon moment parce que justement, contrairement à Prometheus et Covenant, on n'est plus dans ces considérations Voilà. ésotériques des origines de l'homme, etc. Et on revient aux origines
de la série qui a fait son succès, à savoir un huis clos. Un huis clos, la peur, de l'angoisse, voilà, de un l'angoisse. petit peu d'horreur. Mais ça, c'est horrifique quand même. Hein, comme oui, c'est complètement. assez tendu. Et hein. on passe un excellent moment. On passe un excellent moment. Vraiment, il dure 1 heure, il dure 2 heures. On a passé, ça passe Et super est-ce bien. que vous avez eu peur? Ah oui, Ce qui fait peur. on a des petits moments. Il y a quand même 2-3 moments on sursaute où sur voilà, un remue un fauteuil, petit peu. on sursaute un Ouais, peu. ça remue un petit peu, mais Ça remue un peu. après moi, le petit truc peut-être qui m'a un peu gêné, peut-être je vais me faire taper dessus, Non. c'est peut-être le casting un Oh, peu pas trop au dé- jeune. Pas au pour début moi, de l'année, peut-être. t'inquiète. Peut-être un peu trop jeune comparé à... Bah, après c'est très bien, je comprends pourquoi ça a été fait, hein. Mais c'est peut-être le petit truc moi qui m'a dérangé. Je me suis dit tiens, c'est un peu des ados prépubères, voilà, alors que ce que j'aimais bien dans le premier Alien, c'était que c'était un peu des bad guys, Tout à fait. Ouais. voilà. Alors Juste c'est vrai ma que petite alors, je suis voilà. d'accord avec toi, mais alors il y a une explication scénaristique, c'est que c'est vrai que Fede Alvarez l'a voulu comme ça. Et puis ils En étaient fait, tous il est- morts les autres. Oui, c'est ça aussi. En fait, il est Ils sont pas légion ceux qui s'en sont sortis. C'est hein. ça, il est parti en fait d'une scène qui a été abandonnée et rajoutée dans la version longue d'Aliens, où justement on voit là pour le coup des enfants qui sont dans cette fameuse station, enfin des enfants ados, et il est reparti sur cette scène là en fait, et c'est cette scène là qui lui a donné l'idée en fait du scénario du film. Donc c'est pour ça qu'on est face à des post-ados, ils ont voilà entre 17 et 20 ans quoi, quelque chose comme ça. Alors qu'elle est Spiny, elle a quand même 23 ans, bon elle en fait 12, mais voilà, voilà, c'est ça. on est d'accord C'est là-dessus. Non mais après Mais c'est très bien. c'est hein. vrai que Je voilà. trouve ça très bien, marketingment parlant, je le comprends bien. Oui, ça, complètement. ça relance une saga pour que les jeunes aillent au cinéma. Même aussi. s'il était moins de 17 aux États-Unis, parce qu'il est quand même, voilà, il est moins de 17 aux États-Unis. Après en France, et je pense en France, dans en le France, il est moins de reste 12, des bien pays, sûr. c'est du moins de 12. J'adore ça, d'accord. moi, quand vous me dites ça. Moins de 17 aux États-Unis, les mecs ils se baladent avec des armes, ils se tirent dessus. Ouais, mais ça c'est tout le paradoxe des Et ils ont États-Unis. déjà le permis. hein. Ils ont déjà le permis, ouais, voilà. Tous les plus grands pornos sont produits aux États-Unis et les mecs moins de 17. J'adore. Et oui, c'est les États-Unis, c'est comme ça. Donc ensuite, après, je continue avec un film qui là est sorti le 28 août. Donc c'est un film réalisé par un Belge, c'est une production franco-belge qui s'appelle La Nuit se traîne. Ça vient des films du plat pays. C'est exactement les films. On du va en plat parler pays, tout à à fait, l'heure. on en parle tout à l'heure. Donc Michael Blanquart, c'est un thriller. Il y a Romain Duris qui joue le méchant. Alors j'ai mis en avant ce film parce que déjà, voilà, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est un super thriller. Je pense que Bruxelles, personne n'a jamais vu comme ça. Mais lui, il est né à Bruxelles et il l'a vraiment créé comme ça. Et surtout, ça me fait. Voilà, ça me dit, je me dis, voilà, moi j'aimerais bien que Padré ce soit ça, tu vois, un premier film vraiment qui envoie, et je suis sûr que c'est tout à fait possible. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire, écoute, voilà, ce soir j'envoie une lettre recommandée à Sam Raimi, parce que c'est lui qui lui a produit le truc, et puis bon, voilà, c'est lui j'espère qui que- produit son prochain Voilà. film. Ouais. Le prochain et qui a mis quand même un peu de thunes là-dedans en coproduction. Alors, on va en profiter. voilà. S'il y a un producteur qui nous écoute ce soir ou Oui. qui va tomber sur la vidéo de l'émission, parce Qui que, l'appelle tout de suite. Voilà, Qui la, l'appelle tout de suite. la vidéo, on va la partager sur plein d'endroits. Donc, si vous entendez, c'est le début de l'émission. Voilà, on a démarré depuis 7 minutes. On cherche des producteurs pour un très très bon film. Il s'appelle Padré. Si vous voulez des explications, on vous explique. Producteur, investisseur. Dont, voilà. dont le réalisateur est présent avec. Voilà. Voilà, le effectivement. réalisateur est avec nous, donc voilà, c'était un premier film, voilà, vraiment je le conseille, très très bon thriller, faut pas hésiter. Bon Romain polar, Duris très en bon. bad guy, c'est crédible. C'est pas mal. C'est ce que je voulais C'est la dire. question que je me Et posais. c'est pas mal. D'accord. Et c'est Ah, pas mal. C'est très très crédible. Ah, c'est Moi, je très- l'ai trouvé exceptionnel. Ah ouais, moi, je trouve qu'il déjà c'est un sans faute. Et ce que j'adore chez ce mec, c'est que c'est un des seuls acteurs français vraiment avec une telle notoriété qui fait beaucoup de films de genre. C'est vrai. Parce que Le règne animal, Excellent. Dans la brume. Ouais, Enfin, c'est vrai. ouais, il faut pas oublier, je trouve. Mm. Et là, c'est pas le premier rôle, Romain Duris. Non, complètement. C'est un second rôle. C'est un même, second je rôle, crois qu'il y a même un marqué troisième rôle, avec, ouais, la bien sûr. participation Avec la participation. exceptionnelle. Ouais. Donc, ce qui montre bien qu'il vient là pour donner de la force, mais franchement, en bad guy, il est vraiment exceptionnel. Voilà, et je salue vraiment Ah oui, complètement. ces démarches là d'acteurs qui vont faire ces choix-là. Complètement. Puis c'est vraiment un super film. On passe un super moment. Et surtout, par rapport à ce film aussi, et je reviens sur Romain Duris, dans De battre mon cœur s'est arrêté, c'est pas vraiment un gentil de Jacques Audiard. Exact. Il est un peu ambigu son personnage, mais voilà. Là, pour moi, il était très au-dessus de tout le monde. Bon, il n'a pas eu le César, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, moi j'en ai fini pour les sorties. Alors, juste un mot sur les séries. En début d'été est sortie la première partie de la dernière saison de Cobra Kai sur Netflix. Voilà, c'est un petit bonbon, c'est ma Madeleine de Tu l'as déjà Proust. vu J'ai déjà vu la première partie, bien entendu. Ça a été torché en une demi-journée, une journée. Ça, c'est 6 Voilà. épisodes, ça va Si vite. tu as hein. du temps, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Je Mais suis envieux. tu es dans le même cas de figure. On est d'accord là-dessus. Mais ça, Non, mais ils ont une
grosse année cette année Netflix, puisque donc il y a Cobra Kai qui va sortir. Donc, deuxième partie de saison le 15 novembre. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a la 5e saison de Stranger Things. Aussi, Cinquième et dernière. Que tout le monde attend. Pareil pour Cobra Kai. C'est la On dernière en Cobra profitera, Kai, les voilà. amis, on en va en profiter pour chaque émission, donner un petit peu aussi ce qui se passe sur Netflix, sur les Ouais, sur les séries plateformes, qui sont sur les bien plateformes. sûr. Voilà, puisque ça y est, je me suis mis à Netflix un petit peu. Bon, je Voilà. l'avais depuis longtemps, mais je regardais pas. Et donc, Et tu payais pourquoi alors? Excuse-moi, je me permets. oui. Je payais parce qu'en fait, non, mais tu as raison, très bonne raison. Je paye 13,49 € tous les mois. Je me pose la question Eh ouais. pourquoi. T'es un peu le mécène de Netflix. Ouais, Non, sympa, enfin, ouais, Il est pertinent, notre prof. Donc, Là. j'aime comme ça. En fin de compte, c'est ce que je vais faire. Je vais filer 13,49 € à Emmanuel pour l'aider pour son fils tous les Ouais. mois. Ouais, ça va être compliqué. On vient de comprendre qu'il était coproducteur à concurrence de 13,90 €. Non, en tout cas, Bien menti. non, j'avais pris Netflix parce qu'en fin de compte, je regarde des films et des fois, il y avait des films qui ressortaient ou des anciens films. Ça te permet d'avoir comment dire, une vidéothèque. Voilà, donc c'est le plus simple. Mais en fin de compte, c'est vrai que ces derniers temps, il y avait quelques séries qui étaient sympas et on en parlait tout à l'heure hors antenne. Tout à l'heure, Nautilus, pour ceux qui l'ont pas regardé, j'ai regardé cette série, j'ai vachement France accroché et du Télévisions, coup, en 2 jours, j'ai regardé les 12 épisodes. Ouais, c'est France Télévisions, ça. C'est pas Netflix, mais c'est très bien. Mes enfants. l'ont Oui, vu pardon, aussi. excuse-moi, c'était Ouais. pas Netflix. Tu c'était sais une qu'à série. Menton, Mais c'était- la série Nautilus a terminé aussi à Menton, parce que le restaurant fermé. Ça, c'est fait. Allez, vas-y, envoie la blague de merde, c'est bon. On en a une, c'est bon. Voilà. On est content, nous. 12 minutes, nous aussi, on est contents parce que ça nous avait manqué. Il faut être réaliste là-dessus. J'avais lâché 2-3 petits trucs avant pour mettre dans le coup. mais Les ça y amis, est, c'est parti. on parle On de attaque. Monsieur François Pignon. Allez, c'est parti. Donc, Alors, c'est parti sur François Pignon. Bah, François Pignon. on a beaucoup de choses à dire ce On soir. a en tout cas. énormément de choses à dire ce soir. Alors, déjà, Eh ben, la seule chose que je pourrais dire, et là je continue dans la foulée, parce que quand on regarde ce qu'il y a marqué sur le t-shirt de Yves, ça serait plutôt François Pignol. Mais bon. Donc il a écrit pour nos auditeurs, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. Donc Musée c'est Jacques Chirac, hein, c'est une Donc, citation c'est une- d'un ancien président de la République. je J'aurais me pas permets. dû le dire parce qu'en fin de compte, il y a un micro qui cachait une partie du t-shirt et je m'étais dit, les gens vont peut-être chercher ce qu'il y a écrit. donc c'est une émission C'était sur une François énigme. Pignol. Oh, allez, c'est bon, une deuxième. Non, Donc pour le coup, Allez. François Pignon, donc personnage totalement inventé, créé d'abord pour le théâtre par un excellent scénariste. Alors, Ah, on va oui. pas se mentir, il est né dans une famille. Voilà, il est né quand même dans une famille. C'est l'arrière-petit-neveu de Tristan Bernard. hein, donc voilà. C'est pas rien, c'est pas rien. Raymond Bernard, qui était aussi un très grand réalisateur en 1934 de Tartarin de Tarascon avec Rému, excellent film, adaptation de Alphonse Daudet. Donc voilà, Francis Weber, c'est de lui qu'on va parler parce que c'est le papa de François Pignon. François Pignon, bah, c'est un peu monsieur tout le monde. hein. C'est un type C'est ça. gentil, c'est un type délicat, c'est un type qui aime la vie, mais qui fait que des conneries quasi. hein. Mais il a une espèce de candeur Voilà. naturelle, C'est il passe ça. toujours pour le Mais bonnet de il est beaucoup service et il plus est pas si complexe vieux. qu'il n'y paraît. Il est Ah plus oui, complexe, ouais, on ouais. est d'accord, bien sûr. C'est pas l'idiot du village, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est particulier, il est profondément attachant parce que sinon il n'y aurait pas eu les scores qu'il y a eu au box-office sur tous les films où il y a François Pignon. Il y a une variante, hein, il y a François Perrin aussi, on en parlera aussi Oui, tout à après. fait, ouais. Bien entendu, mais voilà, c'est vraiment un personnage qui est excessivement attachant. Francis Weber, donc c'est plus un scénariste qu'un réalisateur. Il faut savoir À la qu'il base, a ouais. à la base, hein, Oui, il a voulu faire un peu de journalisme. Au départ, il avait fait des études de médecine parce que son père voulait impérativement qu'il fasse un métier sérieux parce que dans la famille, on avait déjà eu un grand-oncle hein, qui faisait du Ouais, théâtre, ouais. qui écrivait des romans, c'était pas sérieux Ça tout paye ça. pas, Oui, puis les Donc deux voilà, ça parents paye pas. étaient dans l'écriture, non Ah, c'est ça complètement, les deux journaliste, parents ça. étaient aussi dans Donc, du coup, ils l'écriture. ont dû dire. Non, mais ne fais pas comme nous, Ouais, faut arrêter. nous, on n'a voilà. pas réussi. Nous, on n'a donc, pas réussi, stop, tu arrêtes. Donc, bah, lui, il s'est quand même lancé. Et au départ, il a écrit des sketchs pour Philippe Bouvard, parce que beaucoup de gens sont passés par Philippe Bouvard. Faut pas l'oublier, ce petit détail. Et puis après, il a rencontré Molinaro un petit peu par hasard, hein, donc qui est apparu à la fin des années 50, qui a commencé par faire des petits polars. hein. Molinaro, c'est ça, hein, le dos au mur, excellent polar avec Jeanne Moreau. Je le conseille à tout le monde. Je l'ai passé en ciné-club il y a quelques années, un film merveilleux. Et pour le coup, il rencontre Molinaro, qui est déjà quand même sur des très très bons succès. hein. On a déjà fait les Hibernatus, on a déjà fait tous ces films-là. hein. Donc tout se passe bien. Et Molinaro le rencontre au théâtre parce qu'il est allé voir la pièce Le Contrat. Et c'est Weber qui l'a écrit, cette pièce-là. Avec Jean Le Poulain ouais. et Exactement. Raymond Jérôme. Exactement. Et là, il lui dit, bah, écoute, voilà, moi je veux bien adapter ça à l'écran, au cinéma, tu vas être le scénariste. Et c'est comme ça que ça commence. Lino Ventura trouve le projet magnifique, Jacques Brel aussi. Et là, on a notre premier film, notre premier François Pignon, le tout premier, en 1973. Voilà, L'Emmerdeur. Il est là. Je lui ai téléphoné. Je lui ai dit viens.
Ça n'a pas voulu venir. Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine. Je m'en occupe. Voilà, on a reconnu donc la voix de Jacques Brel torturé Et de celle Lino Ventura. Vraiment très très bien placée. En tueur à gage dans le film, hein, faut pas oublier. À signaler quand même que la musique, c'est Jacques Brel qui s'en Oui. était chargé pour l'emmerdeur. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé un peu avec Arnaud quand je lui ai proposé, comme à vous tous, qu'on fasse cette émission. On s'était dit, c'est vrai que celui-là, il est un peu différent des autres, parce que déjà c'est le premier qui est pas réalisé par Francis Weber, parce que les autres le seront. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a là un François Pignon qui est quand même profondément dépressif. Mais il y a quand même ce côté comique. Ah oui. C'est plus de l'humour noir dans celui-là. C'est pas vraiment le cas dans les autres. L'autre, c'est vraiment, voilà, c'est pas de l'humour potache, mais on est sur autre chose, de la bonne grosse comédie. Là, c'est vraiment l'humour noir. Et c'est vrai que le non-jeu, moi, ce que je trouve génial, Brel est démentiel, mais le non-jeu de Lino Ventura, qui n'en peut plus, quoi. Tu sens qu'il porte toute la misère du monde à partir du moment où il rencontre. C'est vraiment c'est ça, moi, que je trouve. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène où il arrive à sortir de l'hôtel, tu sais, et ils vont sur sa voiture, il essaye d'ouvrir le coffre arrière de la voiture et il n'y arrive pas, et il force tellement, il pète la poignée qui lui reste dans la main, Lino Ventura, et puis l'autre, il continue dans son délire, et puis de toute façon, c'est même pas ma voiture, elle est là, ma voiture, elle était juste devant. Non, mais c'est vraiment un film qui est... Je crois que pour revenir à ce que tu disais au début, c'est qu'en fait, le coup de génie et le tour de force de notre ami Francis Weber, c'est surtout d'avoir fait un casting exceptionnel pour jouer le rôle de Pignon, au moins ça déjà. Il a pris des acteurs qui étaient terribles. Là, c'est pas lui qui fait le casting. Oui, mais enfin bon, il est quand même derrière si tu veux. C'est clairement Molinaro parce qu'après ils sont un peu fâchés. Sur ses premiers films. Mais tu crois qu'il a pas eu, il a rien à dire? Non. C'est pour ça qu'il est passé à la réalisation, on va en parler. Fait, mais... autant pour moi, on va en parler après, mais en fait, ce qui s'est passé dans ce film-là, tu as entièrement raison, Emmanuel, c'est qu'au départ, Weber, en fait, donc il rencontre Molinaro, ils se mettent d'accord et tout. C'est quand même un petit peu... alors, il a pas eu beaucoup de latitude au niveau du scénario dans ce film-là. Il n'a pas pu dire grand-chose. Il était plutôt d'accord avec le casting. Mais il a eu un petit peu de latitude parce qu'à un moment donné, c'est Michel Audiard qui lui a dit, lui, il est démentiel. Il l'a dit à Molinaro, avec qui il avait fait Quand passe les faisans, donc un très bon film, marrant, voilà, de l'époque, là, des années 60, 65 je crois. Et là, Michel Audiard, donc reconnu à l'époque comme très très grand dialoguiste, bon, il fait des films complètement délirants en réalisation, mais en dialoguiste il est démentiel, et en scénario aussi. Et il lui dit, ce mec-là, ça va être mon successeur, c'est un futur grand. Dans l'humour noir, le côté décalé, ce type-là va être démentiel. Il a pris la relève, il ira même plus loin que moi. Et bon, alors entre-temps, il y a le Splendide qui est arrivé dans les années 70, donc effectivement, on en a déjà parlé. Sur un autre mode, voilà. Sur un autre schéma de comédie, puisque là, on a deux contraires, deux personnes qui n'ont rien à voir, qui sont dans deux mondes différents. Mais c'est ça. Mais c'est souvent, en fait, ces films-là, les Américains, on en pourra en parler après, ont adoré Francis Weber, parce que pour les Américains, Francis Weber, alors beaucoup de critiques de cinéma américaines le disent, c'est le créateur du buddy movie, d'une certaine façon. Parce que une fois que tu as mis de côté Bud Spencer et Terence Hill, objectivement parlant, ces personnages complètement... qui n'ont rien à voir ensemble, quoi. Que ce soit Depardieu avec Richard, que ce soit... tous les autres, quoi. C'est quelque chose qui va se retrouver après petit à petit, parce que le buddy movie, on pense toujours à comédie d'action, voilà. Mais en fait, non, c'est vraiment le côté antagoniste des personnages, les contraires qui s'attirent. Le road movie. Ah, mais complètement. Puisque que ce soit dans L'Emmerdeur, Les Fugitifs ou Les Compères, on va avoir comme ça une aventure qui va s'étaler. Même La Chèvre, c'est François Perrin, mais La Chèvre, c'est pareil. Ou le Jaguar. C'est dans le même style. Voilà, tout à fait. Et c'est dans L'Emmerdeur, d'ailleurs, il y a un plan qui est magnifique, c'est dans la voiture où on voit Lino Ventura, je sais plus, il sort une horreur, Brel, enfin je sais plus ce qu'il dit. Il y a un moment de réalisation qu'on va retrouver dans Le Dîner de cons et dans Les Compères, c'est-à-dire qu'il y a un gros plan sur les yeux. Focus sur les yeux. Sur les yeux, qui le regardent avec un air vraiment dépité, méchant, fermé. Et c'est un plan qu'on va retrouver comme ça. Quand Prévost regarde la caméra, avec la musique de John Williams derrière, là. On dirait le requin des Dents de la Mer. Cheval. Il est en train de conduire. Mais effectivement, il pose les bases du Pignon là, qui est dépressif. Suicidaire, sa femme l'a quitté, et à chaque fois alors il y aura quand même une nuance dans Les Fugitifs, on en parlera tout à l'heure, où là on a un Pignon qui peut se montrer vicieux, mais c'est dans le seul film, parce que cet homme-là n'a aucune once de vice.
Non. C'est comme je dis, c'est un Candide, c'est une boule d'amour. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on fasse attention. Et il aime, quelque part, rendre service aux autres. En fait, François Pignon, ce qu'il voudrait, quelque part, c'est être utile aux autres, c'est avoir une utilité parmi les siens. Tout à fait. Cela dit, pour faire tout de suite un petit parallèle aussi, puisqu'on est en train de parler de François Pignon, certes, mais il faut quand même dire une chose, c'est que Francis Weber a eu cette spécificité dans le domaine du cinéma, c'est d'avoir toujours des noms récurrents qui reviennent régulièrement dans des films. Oui. Et je veux dire, donc par exemple, je crois que Lino Ventura s'appelle Milan. Dans l'emmerdeur. On retrouve Milan en Bernard Blier dans un film qu'il n'a pas réalisé, mais dont il a fait le scénario, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et Le Retour du Grand Blond. Tout à fait. Colonel Milan. Voilà, donc il y a souvent Campana, c'est pareil dans la chaîne. Campana, Lucas, ça revient. Et Campana, je crois que c'était aussi Michel Constantin dans Il était une fois un flic. Enfin, il y a un truc récurrent avec ce François Perrin, même les prénoms des femmes, Christine. Oui. C'est le prénom féminin qui revient quasiment dans tous ses films. Donc c'est quand même assez impressionnant. On se rappelle de Mira Rider avec la robe de la croix dans le blanc avec une chaussure noire. Voilà. Il a une espèce de fidélité. Alors par contre, il ne s'est pas du tout expliqué pourquoi il l'appelait François Pignon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une petite anecdote. Il s'en était amusé lui-même parce qu'il a reçu plusieurs courriers assez incendiaires de véritables François Pignon et François Perrin qui se plaignaient de les faire passer tour à tour pour des gens un peu demeurés dans des films, presque homosexuels dans d'autres, enfin, etc. Et il disait ma vie est devenue infernale depuis que François Pignon a la cote au cinéma. Imagine les Jean-Claude Duss en France. Voilà, imagine Jean-Claude Duss. Quoi, voilà. Jean-Claude Duss c'était un one shot, alors que François Pignon il revenait. C'est quand même assez récurrent, le Perrin aussi. Tous les 3 ans. Bon, après, il ne faut pas oublier les mecs, ce soir on est quand même sur du second degré. Je vous rappelle qu'on est un mercredi soir, qu'après on va se faire un petit dîner, qu'on est entre nous. Voilà, qu'on est entre nous. Donc voilà, non mais faut être clair. Que t'as un t-shirt déjà qui en est long. Les amis, il y a des auditeurs quand même. Non mais c'était juste par rapport à ça, c'est par rapport au dîner de con. Donc voilà, mais donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur l'emmerdeur. Si vous avez d'autres. Non, c'est un film extraordinaire pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Très bon. Allez-y. Voilà, mais même le revoir parce que des fois on a un petit peu oublié. C'est juste. Moi, quand j'ai essayé de piquer quelques petites phrases cultes, j'ai regardé quelques scènes et j'ai pas pu m'empêcher de rigoler parce que c'est vraiment. Et par rapport à ce qu'a dit Manu tout à l'heure, il a tellement pas aimé finalement n'être que scénariste qu'il a refait l'emmerdeur en 2008. Oui. Donc là avec Tim Seat et Berry, et Richard Pascal Berry. LB. Voilà, exactement. Ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a 200 000 entrées alors qu'il y a plus de 4 millions à chaque fois ou 3 millions des fois quand ça se passe pas trop bien. Échec, voilà. C'est le plus gros échec. D'un film français en tout cas. Et c'est vrai que ça n'a pas. Voilà, si on regarde la filmographie, il y a au niveau de l'inspiration, après la période le dîner de con, il y a eu donc le placard, la doublure. Le placard, la doublure, voilà. Et après, clairement, on est sur une inspiration qui s'essouffle. Ça, c'est vrai. Mais en reprenant l'emmerdeur, on peut se dire voilà, il a écrit la pièce, il veut vraiment mettre sa touche personnelle sur ce film-là. On s'attendait à ça. Et c'est moins percutant, quoi. Mais c'est questionnant. Il y a un réalisateur qui reprend son propre film, pareil quand il fait les remakes américains. Exactement. Les 3 fugitifs, on est d'accord. Bon, c'est vrai que non, mais on comprend pourquoi il est allé le faire. Oui. Moi, en tant que metteur en scène, demain, t'as les Américains qui viennent qui t'appellent. Voilà. Surtout qu'en plus, qu'il faut dire, c'est qu'au moment effectivement où il a tout ce succès-là, c'est les Américains qui viennent le chercher et il va travailler pour Disney. Exactement. Oui, tout à fait. Où il est script doctor, c'est-à-dire qu'il lit tous les scénarios de la Terre entière qui viennent et il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien à des génies. C'est ça. Et bon, il fait pas de film. Hein, et après, effectivement, on lui propose de refaire un remake, avec Nick Nolte. Tu le fais. Celui-là a pas mal marché, je crois. Hein. Oui, il a pas mal marché. Voilà. Dans son CV, ça laissera une belle trace quand même, parce que bon, c'est toujours valorisant d'avoir des films qui s'exportent sur les États-Unis. Et c'est à partir de là que les Français l'aiment plus et qui commence à se faire critiquer. Non, il le dit souvent. Ça. Si on regarde les choses de manière juste sur la drôlerie, s'agissant de l'emmerdeur, c'est pas un film sur lequel on va se marrer à gorge déployée comme le dîner de con qui est le sommet, ou encore les fugitifs ou les compères. C'est-à-dire que vraiment des vrais éclats de rire. L'emmerdeur, il y a effectivement. Les fugitifs, c'est particulier parce que tu te marres, mais des fois t'es triste aussi. Moi, je l'ai vu avec mes enfants. La musique est fantastique, merveilleuse. On l'entendra tout à l'heure. La musique est très très mélancolique. C'est profondément. Mais la scène de braquage. Non, mais d'accord, bien sûr. Quand il a le collant qui éclate. Bon, voilà. C'est extrêmement drôle. Voilà, parce que la situation. Mais effectivement, dans ce film-là, il y a une séquence autour de sa fille qui est très mélancolique, qui est émouvante. Tout à fait. C'est vrai. Pour moi, celui-ci, effectivement,
effectivement, c'est le moins rigolo de tous. Oui, c'est vrai. C'est le moins fun. C'est le moins fun. Et des fois même, on se dit, tiens, on est presque en train de regarder un thriller. Mais c'est ça. S'agissant du fusil, il y a la dernière séquence quand même où Pierre Richard se déguise en femme. Oui, ça, ça c'est hilarant. Cette séquence avec la perruque. Qui s'appelle Marie-Christine. Qui s'appelle Marie-Christine. Encore Christine, mais c'est Marie-Christine. Encore Christine. Donc voilà. Bon, après les compères, alors je l'ai pas en DVD, hein, désolé, excusez-moi. Donc les compères, effectivement, bon, si je l'ai pas en DVD, c'est que je l'aime un peu moins. C'est un très bon film, j'ai passé un bon moment. Michel Aumont est génial dedans. Depardieu et Pierre Richard, ça marche très très bien aussi. Mais je suis moins. Moi, c'est l'histoire qui m'a moins. Il y a plein de seconds rôles qui sont savoureux. Qui m'a moins passionné. Moi, c'est plus les seconds rôles qui m'ont intéressé dans ce film-là. Donc là, je te laisserai la main sur celui-ci. Donc, on y arrive tout de suite ou quoi? On y est tout de suite puisque c'est 83. 73-83. On écoute tout de suite alors. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. C'est parti. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Hein? Un Gérard Depardieu au top de sa forme à l'époque. Ouais. Et beau gosse. C'est vrai. En plus. Alors c'est vrai que dans cette trilogie, il était vraiment par rapport à ce qu'il est devenu. Bon, ça le regarde, c'est pas le souci. Hein. Je veux dire, physiquement, la transformation physique est impressionnante. Je crois qu'il y a tout qui s'est transformé. Oui, il y a tout qui s'est transformé. On lui a demandé de jouer Obélix, il n'a pas eu besoin de se grimer, et puis depuis, c'est impressionnant. Enfin, je suis quand on pour se remémorer l'histoire des compères. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les compères? Petit rappel, voilà, puisque on a un enfant, un ado qui s'échappe, qui fugue. Et donc, et la mère qui est jouée par Annie Dupéré, exactement, va solliciter deux anciens amants, voilà. Et donc qui va leur faire croire que ce sont les pères, d'où le titre Les Compères, pour qu'il aide à le retrouver, parce que la police n'arrive pas à avoir de résultats. Et donc il y a ce mensonge, on va dire qui initial, si une maman, on peut comprendre. Hein. Et donc on va avoir donc ces deux personnages. On a encore un François Pignon dépressif, suicidaire, puisque la première image, on le voit, il a le pistolet dans la bouche et il répond en même temps. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des films, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ce sont des films qui font 1h15, 1h20, 1h25. Et ça, c'est vrai que tu disais, il n'y a pas de temps mort. En famille, voilà, ce sont des formats qui... Bon, il y a quand même des gros mots. Donc, il y a, voilà. J'ai voulu montrer à ma fille de 6 ans Les Compères. Au bout de 20 minutes, elle m'a dit, tu arrêtes, il y a trop de gros mots. Voilà. Donc, oui, moi, à l'époque, j'avais voulu montrer ici aussi. Sachant que j'ai demandé à Yves, allô Yves, je peux montrer Les Compères à ma fille. Ouais, c'est bon, vas-y, pas de problème. Mais j'avais oublié que. Et dans la foulée, tu lui passes Bernie. Petite digression. En tout cas, je trouve que c'est un film qui est extrêmement plaisant. Voilà, même si on est d'accord. Tu l'as pas trop apprécié. J'ai moins le scénario m'a moins emporté. L'idée de base est pas bête, mais j'ai moins aimé par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, Francis Weber donc a voulu reconduire le duo, le tandem qui avait tellement bien marché avec la chèvre, parce que donc la chèvre est antérieure, même si la chèvre, ça n'était pas François Pignon, c'était François Perrin. Et d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas, vous le savez peut-être, c'est-à-dire que Francis Perrin, l'acteur Francis Perrin, lui, quand il a réalisé un premier film, enfin, il n'a pas réalisé le film, il a coproduit le film, il a un petit peu travaillé à la réalisation, mais il a surtout fait le scénario du film. Étant donné qu'il entendait régulièrement parler de François Perrin par rapport au film de Weber, il s'est dit que lui, il allait faire un petit jeu de mots sympathique, et puis en même temps, il rendrait hommage à Francis Weber, puisqu'il appelait donc son personnage François Weber. C'était uniquement pour le renvoyer un petit peu l'ascenseur, donc voilà, c'était juste pour savoir ça. Et dans ce film, ce qui est drôle, c'est que donc ici François Pignon a un rôle. On lui dit voilà, tu es enquêteur, tu vas aider telle personne à retrouver Ado, et donc ce qui fait qu'il a une assurance mais débordante et qui est complètement hors de propos, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout compétent, mais lui pense, il pense. Mais c'est exactement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur ce François Pignon, c'est qu'il y a une assurance comme ça. Complètement. Et c'est ce que tu retrouves dans plusieurs films. Les François Perrin, c'est la même chose. Oui, le grand blanc avec une chaussure noire et le retour du grand blond, c'est pareil. Exactement. C'est un très grand violoniste, mais à côté de ça, c'est une buse, quoi. Et franchement, quand il joue, franchement, c'est le film d'Yves Robert. Moi, Yves Robert, j'adore. Quand il joue l'agent secret, non mais c'est bon, quoi. Je veux dire, ça se
pisser dessus, quoi. Mais C'est hallucinant. encore une fois, on peut mettre l'accent, même si là on est en train de parler des films qui n'étaient pas spécialement sur François Pignon, mais la présence des seconds, des troisièmes, des quatrièmes et cinquièmes rôles qui sont savoureux. Moi, notamment dans les compères, le Maurice Barrier, qui se prend des coups de téléphone et tout ça, et qui après sort cette phrase magnifique. Mais il a combien de pères, ce gosse? Parce que tout le monde vient lui faire. Mon fils a fait une fugue. Mon fils a fait une fugue. C'est toujours la même photo qui revient. Mais je veux dire, on se laisse embarquer parce que t'as pas besoin de faire un effort intellectuel pour comprendre, ça coule de source. C'est tellement bien écrit. C'est ça surtout qu'il faut dire à la base. Toi qui es réalisateur, Manuel, il y a une écriture qui est vraiment d'une limpidité. Enfin, il faut lui rendre hommage là-dessus. C'est un très grand dialoguiste. De toutes les façons, ça c'est clair que c'est ça qu'avait vu Audiard. Pour moi, c'est vraiment sa force. Parce que en termes de mise en scène, c'est très classique. Oui, il n'y a rien de spectaculaire. Et puis si tu regardes le Dîner de cons, il le dit lui-même, c'est du théâtre filmé. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'était de la pièce de théâtre à l'avance. Pareil après sur le placard et la doublure, et c'est vrai qu'il va se permettre beaucoup plus de mouvements de caméra, des choses beaucoup plus facétieuses sur les fugitifs. Oui, ça c'est vrai. Complètement. Il se permet. C'est le seul. On est bien d'accord. Il y a des travelling, il y a des choses un petit peu qui bougent. Qu'on retrouve aussi dans le Jaguar avec des super paysages, etc. C'est vrai que en termes de réalisation, il a toujours dit, j'ai une citation en tête, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il a dit, mais je l'avais bien en tête, c'était de dire, voilà, lui, son réalisateur préféré, c'est Buster Keaton, et voilà, il veut que ses personnages, et c'est ça qu'il a aimé avec Pierre Richard, soient complètement déjantés, entre guillemets, en caoutchouc, quoi, et qu'ils fassent des trucs complètement délirants, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Mais après, il le dit lui-même, il le dit, moi, je suis scénariste, je suis dialoguiste, mais à la réalisation, il est moyennement à l'aise là-dessus. Et d'ailleurs, la réalisation de L'Emmerdeur version Molinaro, là il y a un vrai réalisateur derrière. Quand tu vois, il est plus âgé aussi, L'Emmerdeur 2008 avec lui en réalisation, c'est toujours moins intéressant. Et c'est vrai qu'après la doublure, c'est beaucoup plus compliqué. On est d'accord là-dessus. Donc je passe au Fugitif. Donc effectivement, celui-là il est sorti en 86. Donc c'est la troisième et dernière fois où nous voyons, puisqu'il y a eu La Chèvre en 81, François Perrin. Ensuite, donc réalisé aussi par Francis Weber. Ensuite, on a eu Les Compères. Et ensuite, 86, Les Fugitifs. Toujours les périodes de 3 ans. Effectivement, Depardieu et Pierre Richard. Donc là, effectivement, tu as raconté la scène. Je veux dire, voilà. Alors, Depardieu, ancien grand braqueur de banque qui sort de prison et donc qui va aller déposer un chèque à la banque, déposer un chèque. Et là il y a un braqueur en la personne de François Pignon qui arrive, et ça va être le fiasco total jusqu'à ce qu'il va prendre donc le rôle joué par Depardieu, son nom Lucas, c'est Lucas tout à fait, à le prendre en otage, et donc il va y avoir tout un imbroglio, et d'ailleurs le flic est joué par Maurice Barrière avec les flics, et donc il y a Depardieu qui va reprendre un petit peu, qui va essayer de reprendre un peu le lead, mais bon, et donc c'est une situation extrêmement cocasse, et voilà, et donc on a comme ça ces deux personnages qui vont devenir des fugitifs, l'un par obligation parce que s'agissant de Depardieu, et l'autre parce qu'il veut par tendresse d'une certaine façon, aussi parce qu'il s'attache à la petite, après, fait ça parce qu'il veut juste récupérer sa fille, et on a finalement un François Pignon ici car la mère est morte, car la mère est décédée, qui n'est pas suicidaire, non, il n'est pas dépressif, voilà, il est juste maladroit. C'est ça. Voilà. Non, puis il se bat. Il vraiment, il essaye de faire quelque chose avec sa fille. La preuve, c'est qu'il a voulu attaquer une banque. Non, enfin bon, voilà. Sans spoiler à la fin, voilà, quand ils partent en Italie. Mais il y a plein de choses dans ce film. Je dis, moi, je l'ai revu avec mes enfants. Mes enfants avaient les larmes aux yeux à plusieurs moments. Ah, mais tout à fait. Parce que la gamine, elle est profondément émouvante. C'est vrai que Depardieu dedans, il n'a pas ce rôle de complètement un peu plus fin, exactement. Beaucoup plus fin. C'est plus intéressant. C'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Voilà, il est plus touchant, et c'est vrai que ça change un peu. Il y a une scène très marrante aussi, parce qu'il n'arrête pas de le traiter de connard, excusez-moi, pendant tout le film, et à un moment donné, il prend une balle, donc il se fait opérer par Jean Carmé, je crois. Oui, Jean Carmé. Et puis quand il se réveille, il y a Pierre Richard qui vient vers lui, il regarde, il fait « Vous me reconnaissez ?» Et il le regarde comme ça, il fait « Connard ». Et là, Pierre Richard, il a un visage complètement... Il est très content qu'il est reconnu en tant que connard, quoi. Ça te réplique, t'es un connard, toi. Ouais, t'es un connard. D'ailleurs, si vous voulez, on va se faire un petit retour arrière, ça nous fera du bien. Ouais. Musique fantastique. Vladimir Cosma.
veux pas boire un café avec moi? Pendant 5 ans, j'ai rêvé de cette première journée. Et allez savoir pourquoi vous n'étiez pas dans mon rêve. Moi aussi, j'ai fait un rêve. Tu sortais de prison, tu replongeais, je te coinçais, je passais divisionnaire. Désolé, mais il faut plus compter sur moi pour votre avancement. Tu vas te ranger? Oui, je veux pas finir ma vie en tôle, ça vous étonne? T'as dormi là, gros? C'est chez nous aussi. Il y a un loyer pour la chambre. T'as entendu ce qu'a dit mon copain? Ton pognon, vite. Ton pantalon. Allez vite, ton pantalon, connard, ou je fais un trou dedans. C'est simple, mais c'est efficace. Ça va à l'essentiel. Non, non, c'est vraiment... on se revoit les scènes, et c'est juste extraordinaire. Il y a un équilibre parfait. Comme tu dis, la réalisation, elle est vraiment juste ce qu'il faut. Mais par contre, le jeu des acteurs, ils portent le film à tous les niveaux. C'est pour ça que je parlais du casting tout à l'heure. Non, mais effectivement, et puis surtout que je pense, peut-être quelque chose qui s'est un peu perdu pour nous, c'est vraiment les seconds rôles. T'en parlais tout à l'heure. Il y avait vraiment la culture des seconds rôles, je pense, dans ces années-là. Aux États-Unis, ça continue. Je trouve qu'il y a beaucoup de seconds rôles qui sont très intéressants, qui sont vraiment écrits. En France, souvent, les seconds rôles ils sont un peu bâclés. C'est-à-dire, il y a les vedettes, il y a les stars, il y a les premiers rôles, puis le reste, ça sert les plats, comme on dit. Et là, pour le coup, c'est vrai que Francis Weber, lui... Mais c'est comme dans le cinéma d'Audiard. Hein. Dans le cinéma d'Audiard, c'était truffé de second rôle terrible. Rappelle-toi Robert Dalban, enfin, je veux dire, j'en oublie. Ils étaient tous terribles. Ils avaient toujours quelques petites répliques cultes, vraiment, qui faisaient mouche à chaque fois, quoi. C'est extraordinaire. En tout cas, dans une comédie, c'est essentiel. C'est vrai que ces second rôles, j'ai cet exemple en tête, par exemple, sur L'Arnaqueur, ça me vient, François Damien. Voilà, par exemple, on a tout un ensemble comme ça de second rôles. Et c'est vrai que... on a tendance à ne pas les voir sur d'autres genres. Mais sur la comédie, qui pour moi est certainement le genre le plus difficile. Voilà. À écrire, c'est très compliqué. À écrire, je pense, ça doit être vraiment... C'est extrêmement casse-gueule. Et là, on a... ce sont des modèles de comédie. Et le modèle ultime étant le dîner de con. Et on va en discuter. Oui, on y arrive. Et comme dit Weber, il dit, on vous reprochera jamais de nous faire pleurer. Par contre, on vous reprochera vraiment de ne pas vous avoir fait rire. C'est clair. Et c'est là où tu vois vraiment la différence. C'est vrai que... Ah bah là tu mets un coup de violon, là t'as les larmes aux yeux. Avec la musique. Ah non, mais complètement. Avec la musique. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très très compliqué pour des acteurs, des acteurs dramatiques d'arriver à faire rire. Ça se voit beaucoup moins facilement. Par contre, souvent, les acteurs comiques sont exceptionnels dans les rôles dramatiques. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que beaucoup ont fait du stand-up aussi et qu'on sent que c'était des acteurs nés. Quand on prenait Dupontel au départ, je veux dire, ça paraissait tellement évident. Mais enfin, bon, lui, il a même fait une carrière en réalisation, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, c'est très surprenant. On va parler de Gad Elmaleh tout à l'heure quand il a fait la doublure, parce qu'il a été utilisé pas contre emploi, mais presque, parce qu'il est un personnage encore effacé, puisque c'est encore un François Pignon, donc forcément, il est très effacé. Et pour moi, je suis pas loin de penser que c'est un de ses meilleurs rôles, d'ailleurs, entre parenthèses. Ah oui, complètement. Voilà, par rapport aux petites pochades chouchou qui étaient sympathiques, mais je veux dire, je trouve que d'ordre de prix, il est très bien. Oui, non, bien sûr. Et on va parler est-ce qu'on parle de la doublure tout de suite ou on peut les faire dans l'ordre. Donc là, on arrivait normalement au sommet. Là, effectivement. Alors, juste un mot avant qu'on passe au sommet. Je reviens 5 secondes sur l'emmerdeur. Et, parce que j'ai une anecdote qui m'est revenue en tête, parce que j'ai pas noté grand-chose là aujourd'hui. Et il faut savoir que toujours dans l'idée de Buddy Movie tout à l'heure, un remake du film L'emmerdeur a été fait par un très très grand réalisateur. C'est pas son meilleur film, on est bien d'accord, mais pour moi, le plus grand réalisateur de tous les temps, c'est Billy Wilder. Oui. Billy Wilder en 81, il fait Buddy Buddy. Et Buddy Buddy, c'est avec Jack Lemmon et Walter Matthau, et c'est un remake l'emmerdeur, le contrat, voilà. Bien sûr avec l'accord de Weber. Et Weber, je veux dire, fan absolu de Billy Wilder. Donc effectivement, il a accepté. C'est pas le meilleur film de Billy Wilder, mais le film est pas mal. Et surtout, on a encore une nouvelle fois le duo Jack Lemmon Walter Matthau. On a vu dans plein de films déjà de Billy Wilder. Et voilà, je voulais juste dire un mot là-dessus. Et Buddy Movie, ça vient aussi de là, de ce fameux titre, Buddy. Donc voilà, donc c'était juste pour ça, petite anecdote. Donc maintenant, on va être clair, le summum, le fameux dîner qu'on fait tout à l'heure. C'est ça. 10 millions d'entrées. Voilà. Mais qui va jouer le rôle du con dans le dîner qu'on fait tout à l'heure? Ah, c'est moi, je suis bien motivé là.
Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Ah non, c'est le seul qui puisse le faire, Pierre. Ah non, je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. Oh là. On va bien lui expliquer, il n'y aura pas de problème. Tu vas voir s'il n'y aura pas de problème. Ah, moi, je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, tant pis, je vais pas me battre. Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Il m'a dit de vous dire que Brochon arrivait et qu'il n'était pas seul. Il a 3 de ses copains avec lui et ils sont très costauds. Mais il est malade, ce type. Je suis pas avec sa femme. Vous n'êtes pas avec Madame Brochon. Mais non, elle s'est décommandée. C'est pas ce que Roussin m'a dit. Lui, il m'a bien dit, il est avec Madame Brochon. Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Ça s'appelle le contrôleur. Monsieur Cheval. Je t'ai enregistré le patinage artistique. Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Ça n'arrête pas une seconde. Non, c'est ça. Alors c'est ça, une c'est masterclass, hein. Ah oui, mais c'est le style de film. Il y en a eu quelques-uns comme ça, genre Marche à l'ombre aussi, où tu n'as pratiquement pas une virgule à virer. Les bronzés Tout est marrant. Ouais. Les bronzés, le Père Noël est une ordure. Il n'y a pas une phrase à Même dire. dernièrement, le prénom dans le style est très très bon aussi. Oui, hein. oui. Exact. Oui. Voilà, le prénom excellentissime. Et c'est là que c'est rare, parce que tu te dis qu'à un moment donné, ils peuvent se reposer quand même sur les dialogues, tu vois. Mais non, ça n'arrête pas. Non, ça Tout arrête pas. est drôle dans le faciès comique de situation, parce que c'est vrai qu'avec Pignon, c'est souvent du comique de situation. C'est très chaplinesque en fait, hein, si on réfléchit 2 secondes par rapport au... Avec on le suit, cette dose de morale. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont des mecs de la bourgeoisie qui invitent des types rencontrés un petit peu un peu n'importe où, et ils les invitent pour qu'ils parlent de leur passion et ensuite qu'ils se foutent de sa gueule. Et c'est vrai qu'en ouverture du film, il y a cette phrase, il y a un con ici, mais ce n'est pas celui qu'on croit. Ouais. Et c'est vrai que quand on le regarde une première fois, puis une deuxième fois, et puis l'expérience de la vie fait qu'on voit les choses différemment, c'est vrai qu'on retrouve ce mépris de classe quelque part. Hein, et c'est une leçon de vie, je trouve, parce que nous-mêmes, chacun, tous les jours, on peut avoir cette tendance à se moquer, à le traiter de con, et puis bon, quelque part, qui suis-je pour traiter de con, sachant on est toujours le con de quelqu'un, voilà. le con de quelqu'un. Et puis après je pense que voilà, par rapport au rôle de Jacques Villeray, il y a effectivement cette drôlerie liée à la maladresse quand il sort justement cette réplique « Oh, la boulette !» quand il doit le faire. Et puis après, il y a ces situations où, du début du film jusqu'à peu près aux 3/4, il dépose comme ça plein d'indices, plein de situations par rapport au contrôle fiscal, le fait qu'il y ait la femme qui ne soit pas là, la folle jouée par Catherine Marlène, sa sœur, et un ensemble comme ça d'éléments. Et après, il y a un feu d'artifice, et après tout ressort, le vin, etc. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable dans cette comédie. Je pense qu'on peut le regarder tous les jours, il y aura toujours un élément sur lequel il nous fera rire. Oui, c'est vrai. Par contre, moi, je n'ai pas vu la pièce de théâtre. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux ou c'est quasiment identique? Moi, j'ai pas vu la pièce de théâtre. Je peux pas Alors, dire. il y a eu tellement de versions de la pièce. c'est ça. Avec, d'ailleurs, la première fois qu'ils ont fait la pièce au théâtre, ce n'est pas Weber qui l'a mis en scène. Non, c'est pas lui qui met en scène, mais c'est déjà Villeray qui joue le rôle. C'est déjà Villeray. Alors Voilà. Villeray, comme il dit, c'est vrai qu'il a eu 3 ans de répétition Oui. sur les planches avant de faire finalement le film. Par contre, il faut savoir aussi que logiquement, c'est Depardieu qui aurait dû jouer le rôle du con et qu'il l'avait demandé expressément à Francis Weber quand il a eu vent qu'il était en train d'écrire ça, et que pour des questions de planning, ça n'a pas été possible. Depardieu en a énormément voulu à Weber, ils étaient très potes puisqu'ils avaient quand même déjà fait leur trilogie là. Et en fait, c'est par la suite qu'il a écrit Le Placard, pour faire plaisir à Depardieu, lui donner un rôle un petit peu de rugbyman qui vire sa cutie, comme on dit. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, il lui a donné aussi ce rôle extraordinaire qui n'a rien à voir avec François Pignon, mais de Quentin de Montargis avec Tais-toi, avec Jean Reno, où il faisait un duo qui était juste inénarrable aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était magnifique. Et c'est vrai que dans la pièce de théâtre, c'est donc pour le rôle de Thierry Lhermitte, c'est Brasseur. Claude Brasseur. Et c'est vrai que même Weber dit que Thierry Lhermitte, c'était beaucoup mieux. Parce qu'il cherchait vraiment quelqu'un de grand, de beau, d'élégant. Il dit comparé à Brasseur, qui lui était un petit peu plus enveloppé, massif. Et face à Villeray, finalement, on avait un petit peu le même genre de personnage. C'est Laurel et Hardy, ça part de là. C'est ça. Alors que là, on avait vraiment les deux clowns. Une grande discordance entre les deux. C'est ça. Mais là, encore une fois, je veux dire, même Francis Huster, qui n'a pas toujours été à son avantage au cinéma, parce que c'est plus un homme de théâtre, je veux dire, il est magistral dans ce film. Non, mais ils sont tous. Daniel Prévost, mais exceptionnel. Faut pas oublier que le film
prend quand même 3 Césars, alors pour le coup vraiment mérité, hein. Donc scénario, adaptation pour justement Weber, c'est le seul qui gagnera de sa carrière. Il a été nommé aux Oscars à l'époque avec Molinaro pour La Cage aux Folles, mais il n'avait jamais rien gagné. Faut pas oublier que Villeray il prend César du meilleur acteur, amplement mérité. Prévost il prend meilleur second rôle. Bon voilà. Pour une comédie c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oui, c'est rare. Moi j'aurais filé un truc à l'ermite aussi parce que je le trouve démentiel dedans, vraiment. Mais oui, c'était plus qu'un faire-valoir, quoi. C'est vrai que. Bon, mais l'ermite il est pas aimé, parce que le film de Tavernier avec où il refait Dominique de Villepin, où il est génialissime, il a même pas été nommé. Donc. Mais oui, c'est donné d'ailleurs Thierry Lhermitte. Apparemment, tous les soirs, il rentrait dans sa loge, maquillage, et il pleurait à la fin. Parce qu'il était tellement dirigé, tellement poussé à bout par Weber, il n'avait jamais eu ça. Il a dit, finalement, quand il jouait avec le Splendide, il se dirigeait entre eux. Il dit, là, c'était la première fois qu'il avait un metteur en scène, surtout que Weber... il tient tellement à ses dialogues qu'il n'y a aucune improvisation. Comparé à plein de metteurs en scène qui laissent faire les choses, lui, il ne laisse pas une once. Il aurait du mal à tourner avec De Funès, alors Weber. Ça se fera plus, malheureusement. Mais effectivement, donc, on sait que Weber, il est allé jusqu'à faire, je crois, 45 prises avec un Depardieu ou quelque chose comme ça. Donc Depardieu improvise pas mal. Très exigeant. Je veux dire, là, c'est sûr que les acteurs, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et il dit, et des fois, pour être honnête, je prends la première prise. Ça c'est fait. Allez. Non, mais ce film-là, vraiment, à tous les niveaux, il est exceptionnel. Je pensais que tu aurais passé aussi la musique de Brassens. Non. Quand on est con, voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est génial, quoi. Oui, et c'était très court, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment hyper. Ça dure 1h05 ou 1h10, très très court. Ah oui, il est très très court que ça. Je crois que c'est un des films, des longs métrages les plus courts que je connaisse, moi, personnellement. Et très court. Très court. Mais bon, c'est une réussite totale parce qu'il n'y a pas un seul instant où on s'ennuie. Tous les rôles sont magnifiques, les dialogues sont à couper au couteau. Enfin, je veux dire, c'est franchement à montrer dans les écoles parce que là. Puis c'est un film que tu peux revoir un nombre de fois incalculable. C'est ça aussi. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais 18 ans, je suis allé le voir 2 fois au cinéma, tu vois. C'est rare quand je fais ça, mais voilà, là j'y suis allé 2 fois, mais sans problème. Bon, finalement, ça te faisait qu'un film vu que ça faisait 2 heures. Apparemment, on est d'accord. 1 heure. T'as pas perdu l'après-midi. C'est clair. Ça, c'est sûr que quand il repasse encore à la télévision, c'est un carton assuré de toute façon. Mais t'es obligé de le regarder. Oui. Quand tu commences à regarder, il y a des films comme ça. Tu commences à regarder le film et tu sais que tu peux pas parce que tu dis ouais mais attends la scène d'après et tout parce que tu connais pas. Moi je le connais par cœur. Donc c'est vraiment. Moi ça me fait un peu la même chose aussi quand je regarde Kaamelott le soir. Je dis bon en passant puis finalement je continue. Puis 2 heures après j'y suis toujours. Et il y a dans la doublure une scène où il se cite lui-même puisqu'il y a le rôle il y a le papa joué par la copine de Gad Elmaleh qui collectionne qui collectionne les tire-bouchons. Les tire-bouchons. Et qui dit à sa fille ah ben tiens j'ai été invité à un dîner où je parlais de ça. J'ai trouvé ça. Je me rappelais pas de ça. Il saute aussi. C'est intelligent. C'est subtil. Du coup c'est très rigolo quoi. Voilà quand tu connais l'histoire. Là le placard alors voilà, excellent aussi, différent, un gros carton aussi. Oui. Là, voilà, c'est Daniel Auteuil qui joue le rôle de François Pignon, donc qui est un comptable. Voilà. Un comptable dépressif. Sa femme l'a quitté. Voilà. Son gosse lui parle plus. C'est une nouvelle fois Alexandra Van Der Noot qui joue aussi dans le Dîner de con. Il a cette image de viseur, que tout le monde évite. Et qui décide de sortir du placard alors qu'il n'y est pas du tout dedans. Voilà. Mais il décide de sortir du placard par l'entremise, n'est-ce pas, de Michel Aumont qui est exceptionnel dans ce film. Vraiment. Il a beaucoup joué avec Weber d'ailleurs. On peut lui rendre hommage parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Parce qu'il y a un plan social dans l'entreprise et il est prévu qu'il soit licencié et donc son voisin va lui dire écoutez, voilà, vous allez faire croire que vous êtes gay, comme ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui on va vous garder alors qu'à mon époque justement on nous virait pour ça. Et donc il y a une photo de Daniel Auteuil, donc les fesses à l'air en tenue de bière pour les pour les connaisseurs et donc il va circuler comme ça dans l'entreprise et ça va devenir finalement. Et Jean Rochefort ne le vire pas quoi. Voilà, c'est ça. Jean Rochefort. Jean Rochefort, pareil, on le voit très peu dans le film, mais c'est exceptionnel. Et il y a Michel Larocque aussi. Il y a Michel Larocque aussi qui est fantastique dedans. Donc voilà. Et c'est vrai
vrai, ce film-là, en plus, moi, je l'aime bien parce que c'est aussi... D'ailleurs, j'avais une interview de Weber là-dessus, pareil, je ne l'ai pas écrite, mais il dit, j'aime bien aller sur les sujets de société. Il faut savoir que ce film, il sort au moment où il y a le PAX. On est quelques années après, donc il y a beaucoup de PAX. Donc voilà, ça a été quelque chose qui était important pour lui aussi. Et c'est vraiment une des premières fois, avec Pédale douce, où on parlait vraiment clairement de l'homosexualité et tout. Et dans ce film-là, bon, même si François Pignon n'est pas du tout homosexuel, on parle de ça. C'est le prétexte au fait d'être regardé parce que justement, aujourd'hui, les tendances ont évolué, tout a évolué, et donc maintenant, ils sont... Voilà, c'est pas du tout comme avant. Faut savoir que c'était pénalement répréhensible jusqu'en 1982, l'homosexualité, ce qui est complètement délirant. Mais voilà, aujourd'hui, en l'occurrence, ce film-là, ouais, il se regarde, il passe encore super bien, quoi. Moi, je sais que je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai passé un super moment, quoi. Mais je pense que il pourrait plus se faire maintenant. Déjà, bon, c'est le sujet c'est pas impossible. sur l'homosexualité. Effectivement, maintenant, alors qu'en fait, ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus un sujet. Et tant mieux. Il n'y a rien de dégradant en plus. Non, bien sûr. Non, mais à l'époque, on était vraiment juste après le PAX. On est 2-3 années après. Mais c'est justement. Mais par contre, ils font un remake. J'ai entendu une interview qui disait ils font un remake en Angleterre, je crois. En Angleterre, ouais. Et du Placard. Et ce n'est plus un homosexuel, c'est un transsexuel. Du coup, on a déplacé le. Malheureusement, ça donne quand même une petite... Alors déjà du monde de l'entreprise qui peut être très cruel et du monde du travail où effectivement voilà, on passe la plupart du temps notre vie au travail et qu'il y a des relations sociales qui se font ou qui ne se font pas sur les faux semblants, il y a les rumeurs aussi sur les personnes et puis il y a aussi vous savez ce qui se passe dans les entreprises, c'est-à-dire que tout ce qui est ces week-ends que les gens doivent passer ensemble, les activités, donc là les séminaires, comment ça s'appelle, je sais plus, team building, merci, je cherchais le mot. Et ça, c'est vrai que parfois, ceux qui sont un petit peu à côté, sont quelque part un peu exclus. Et là, on voit cette opposition entre un homme sensible qui est très gentil, peut-être trop gentil, et d'autres qui sont virils, qui font du rugby et qui vont justement le prendre à partie. Mais ce qu'il y a dans ce film, à la limite, c'est que le François Pignon n'est pas niais. Non, oui, ça c'est vrai. Exactement. Ça c'est vrai. Tout à fait. Comparé à d'autres. Il est juste un petit peu dépassé par la situation, comme toujours d'ailleurs avec François Pignon. Oui. Mais il sait écouter les conseils parce qu'il est bien aidé par Michel Aumont. Et il voit tout de suite que c'est Michel Aumont qui le recadre. Il est quand même plus acteur de son destin que dans les autres. Dans Les Fugitifs, le François Pignon, il n'est pas du tout acteur de son destin. Il est tenu par Lucas jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est en cela que c'est peut-être le plus proche de nous. Finalement, le François Pignon du Placard, joué par Daniel Auteuil, c'est celui en qui on pourrait un petit peu s'identifier. Oui, qui finalement à la fin a sa revanche en plus. Ah bah oui, complètement. Voilà. Ah bah oui. Il est vraiment intégré. Parce que ça commence par la photo et ça termine par la photo. Ça termine par la photo. C'est lui qui pousse, Où il pousse Moscato. Moscato et Laurent Gamelin. Effectivement, qui sont aussi des acteurs récurrents chez Weber. Et d'ailleurs, donc on peut parler aussi donc du fameux premier rôle un petit peu niais de Depardieu, puisqu'il avait loupé le dîner de con et qu'il lui a écrit. Ça, je le tiens dans l'interview de Depardieu lui-même. Et il y a une petite scène que je me suis permis d'enregistrer où justement il rentre chez lui et il a une petite altercation avec sa femme. Tu t'es acheté un pull en cachemire? Mais c'est pas du cachemire, ils ne vendent pas que du cachemire à la maison du cachemire, c'est du fil d'Écosse et je l'ai eu en solde. C'est quand même pas donné 600 francs. Cette couleur, c'est ce qu'il y avait de moins cher. Et de quelle couleur? Rose. Tu vas m'emmerder longtemps avec tes questions. T'as offert un pull à une pétasse et tu te mets en colère parce que tu as honte. C'est qui cette fille? Oui, c'est un cadeau, mais c'est pas une fille. Ah bon, et à qui alors? Un collègue à la boîte. Il est homosexuel et c'était sa fête, voilà. Tu as offert un pull à un homosexuel? C'est qui cette fille? J'ai perdu de vue qui tu étais vraiment. Une femme sans générosité, une femme qui n'a jamais voulu me faire le cadeau d'un peu d'amour, juste un tout petit peu. Tu n'as aucun intérêt, Christine. Et tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Ça suffit comme ça, je m'en vais. Assieds-toi, je suis pas homosexuel. J'ai fait ça pour garder mon boulot et payer ta pension. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est depuis que je passe pour un homo que j'ai commencé à me conduire comme un homme. Ça c'est merveilleux comme c'est une super réplique. Cette phrase est juste merveilleuse. Non, très 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 bon film. C'est là qu'on sent toute la sensibilité, toute la finesse de l'écriture de Weber, parce que franchement, c'est sorti paf sur un ton comme ça direct. Et puis Auteuil prend vraiment, il fait un François Pignon là aussi différent. Magistral, il est magistral dedans. Très très bon le Placard aussi. Enfin, Daniel Auteuil n'avait pas besoin non plus de nous faire voir que c'était un excellent acteur. On le savait depuis longtemps. Mais d'ailleurs, tous ces acteurs qui sont sortis un petit peu de nulle part, parce que lui fait partie un petit peu de la troupe du Splendide aussi, avec ses amis l'Ermite et compagnie, Auteuil, quand il est arrivé.
c'est vraiment des gens. Je pense qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient misé un copec sur un gars avec un physique, en fait, qui n'était pas impressionnant, à part l'ermite qui était vraiment le beau gosse, le clowné de l'équipe, si tu veux. Mais les autres, les Junio, les Michel Blanc, les Auteuil et compagnie, qui aurait pu prévoir une seconde? Michel Blanc, c'est un beau gosse, il n'y a pas de souci. Qui aurait pu prévoir une seconde qui deviendrait des fers de lance du cinéma français, avec des rôles récurrents, des films récurrents, parce que beaucoup ont écrit des films, parce que Daniel Auteuil a fait aussi la trilogie de Pagnol, qu'il a repris. Tout à fait, qu'il a repris. Qui était pas mal du tout d'ailleurs. Hein. Et là, il sort un film d'ailleurs, j'en ai pas parlé, là, j'en parlerai le mois prochain. Il sort un film la semaine prochaine qui s'appelle Le Fil. Ça a l'air intéressant parce que c'est un thriller, mais film de procès. Moi, j'aime beaucoup les films de procès. Oui. Donc, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, bon, voilà. La doublure. Alors, la doublure. Voilà, on arrive au dernier. Le sixième de Voilà, le sixième. Peut-être le dernier, on ne sait pas. Oh, sans doute. Il a 87 ans, Francis Weber. Ouais, il fait plus de cinéma maintenant, c'est terminé. Ah ouais. Donc la doublure, là c'est pareil. Donc là on retrouve Auteuil qui joue le rôle d'un chef d'entreprise. Un peu cynique. Qui a une liaison adultère avec une mannequin. Alice Taglioni à l'époque. Et pour tromper les paparazzis, donc on va dire l'entreprise, enfin le chef d'entreprise, parce que va payer. L'entreprise est à sa femme en fait. C'est ça le truc. Christine Scott Thomas. Voilà. Et donc ils vont payer donc une doublure pour faire croire que. Oui, parce que sur une photo, on voit François Pignon, Gad Elmaleh qui est légèrement derrière Alice Taglioni. Passe dans la rue par hasard. Daniel Auteuil fait croire que cette fille est avec lui. Voilà, c'est ça. Et c'est à partir de cette idée qu'on déroule un film. Moi, je vais être très sincère avec vous, je n'ai pas ri. Ce film ne m'a pas fait rire. Gad Elmaleh est peu crédible. On retrouve, alors en plus au niveau des décors, on hésite entre le carton-pâte et les décors réels, donc ça fait quelque chose finalement d'un peu sur les hybride, décors, c'est pas génial. Je suis d'accord. Qui est pas génial. Les situations, je trouve qu'elles sont un petit peu surfaites. Donc je suis vraiment navré de casser un petit peu l'enthousiasme autour de Pignon. Mais j'avoue que la doublure, t'auras pas de dessert, même si on retrouve des éléments de mépris, de classe sociale, c'est-à-dire qu'on prend le petit, et puis on pense qu'en le payant on va l'acheter, alors que non, François Pignon est incorruptible, il ne s'intéresse pas à l'argent, il ne s'intéresse qu'à l'amour, justement, tout ce qu'il veut. De Virginie Ledoyen, on peut comprendre quand même, voilà. Entre Alice Taglioni et Virginie Ledoyen, tout se passe bien. D'ailleurs, quand Richard Berry veut essayer de l'acheter pour jouer son rôle de composition, il lui dit 13 200, votre prix sur Aldotte, combien vous voulez, il lui donne le prix exact. 13 247,14. Parce que Virginie Ledoyen avait besoin de cette somme pour acheter son magasin, là, son salon de coiffure. Il y a Danny Boone aussi. Danny Boone est excellent. C'est vrai que sur le papier, le second rôle dont casting tu est top. parlais tout à l'heure, qui est intéressant. Voilà. Mais tu te rappelles le meilleur ami de Gad Elmaleh de la scène où Danny Boone découvre effectivement, donc soi-disant qu'il partage sa vie avec Alice Taglioni. Ne me dis pas que tu te l'es faite, ne me dis pas que tu te l'es faite, puis après. Dis-moi que tu t'es fait. Ouais, cette réplique. Mais non, mais c'est toujours très bien écrit de toutes les façons. C'est vrai qu'il peut discuter du jeu des comédiens, je suis d'accord. Mais bon, voilà. C'est moins, effectivement, c'est moins crédible, c'est le moins récurrent mais de tout il y a quand même, moi je trouve, je suis d'accord avec toi, hein, sur l'analyse, je suis d'accord, pour moi c'est le moins bon, mais il y a quand même des fulgurances, parce que même la scène de fin, franchement, là je la revois avec Daniel Auteuil, c'est à mourir de rire. Il y a des fulgurances dans le film, mais c'est vrai qu'il y a moins, comme dans le Dîner de con, comme dans le Placard, comme dans l'Emmerdeur, comme dans Les Fugitifs, il y a moins vraiment ce côté au couteau. Et d'ailleurs, il dure un peu plus longtemps que les autres. Il y a un peu plus de longueur. Après, effectivement, Gad Elmaleh, tu vois, je suis tombé complètement par hasard hier sur un de ses spectacles. Moi, effectivement, je l'aime beaucoup comme comique. J'aime bien ce qu'il fait. Je rigole souvent, hein, ça passe toujours bien. Voilà, il y en a d'autres que je préfère parce que moi, je préfère l'humour noir, mais voilà, mais j'aime bien ce qu'il fait. Et c'est vrai que comme acteur, dans ce film-là, effectivement, c'est son meilleur rôle pour moi, mais j'ai plus de mal comme acteur. Moi, Le Capital, le film de Costa Gavras, que je trouve très bien au demeurant, il y a une erreur de casting. Ils ont pris Gad Elmaleh pour le rôle. Et voilà, à cause de Gad Elmaleh, c'est pas qu'il est pas bon comme acteur, c'est pas ça. C'est que il est pas dedans, quoi. J'aurais pas mis lui, tu vois. Et j'en aurais mis un autre. Autant Danny Boone, tu vois, effectivement, le second rôle super intéressant. Daniel Auteuil en second rôle dans ce film-là, je le trouve très bien. Berry est très bon aussi. Mais voilà, Berry est très bon. Il est très bon. Berry, il est très très bon. Mais justement, il y a une faiblesse pour moi sur le François Pignon par rapport aux autres. Ce qui est difficile, c'est un acteur de stand-up. C'est ça, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est un univers. C'est un merveilleux comique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, comme acteur, moi, j'attends vraiment de le voir. Alors, il a réalisé un film avec ses parents il y a pas longtemps.
que pour le coup j'ai vu sur la question de la religion. Celui-là, je le trouvais très bien parce que bon, après, il joue son propre rôle, il est bien, il est intéressant, mais il joue son propre rôle, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, ou comme Chouchou par exemple, ou Coco, là, c'est ce genre de voilà. C'est très rigolo, mais c'est ses personnages. Donc, mais c'est ses personnages. C'est un François Pignon moins récurrent quand même. Oui, voilà, c'est ça, par rapport aux autres. Tout à fait. Donc écoutez, c'est peut-être le temps de terminer l'émission. Je vais quand même annoncer la prochaine émission. Oui, mon cher, il nous reste 1 minute. Et c'est ça. Donc la prochaine émission, alors là, on va passer carrément à du François Pignon de haut vol. Ce sera une spéciale Arnold Schwarzenegger pour le mois d'octobre. Voilà, au moins les choses sont claires. Voilà, au moins c'est clair. Voilà, vous savez tout. Mais bien sûr. Ma femme est Schwarzy. Bisous Schwarzy. Bisous Schwarzy. Voilà. Qui c'est qui viendra? Ta femme va venir, c'est ça que tu as dit? Non, pas du tout. Peut-être la femme de Schwarzy, je sais pas. Peut-être la femme de Schwarzy. Non, mais je crois qu'il l'a quitté. C'est compliqué. Hein. Ah oui, il est plus avec. Hein, les amis, on a passé encore un très bon moment, effectivement. Merci Jean-Luc. Dans quelques instants, pour clôturer cette émission sur Monsieur François Pignon, ça va être le dîner de cons. Et oui, qu'on va faire tous ensemble. Il y en aura 5 autour de la table ce soir. Et je sais respect de nous inviter. C'est ce qu'il fait depuis des années. En fait, il nous invite tous à. Exactement. On vous dira le mois prochain qui a été élu le cours de la soirée. Voilà, merci à tous. Et puis on vous donne rendez-vous demain soir avec l'interview à 18h de Monsieur Tony Amantini. Ça sera le retour, bien sûr, de notre cher chanteur Tony, voilà, qui fait partie des chouchous de la radio, puisqu'on l'a quand même reçu plusieurs fois. Il a toujours été là. Il était là à l'inauguration. Effectivement, on avait chanté ensemble. Tu avais chanté ensemble. Voilà, un grand merci à tous. Les amis, et au mois on peut prochain. dire bye bye au mois prochain avec Monsieur Arnold Schwarzenegger. Et on peut dire après, ça sera normalement peut-être un Alain Delon. Peut-être. Non, Alain Delon, c'est un petit peu plus tard. On va attendre décembre, juste avant Noël, ce sera bien. Allez, bye bye à tous. Méditerranée. Il est 20h. Gamin, écoute, faut que tu saches